Je m'appelle Anthony, j'ai 29 ans, et le jour où mes parents m'ont regardé dans les yeux et ont choisi un mensonge plutôt que leur propre fils a été le jour de ma mort. Ou du moins, la version de moi qui aspirait à leur amour est morte. Avant de vous raconter comment j'ai fini par tenir leur destin entre mes mains 13 ans plus tard, faites-moi une faveur, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. C'est incroyable de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Ça a commencé avec des lumières rouges et bleues. Si vous n'avez jamais été assis à l'arrière d'une voiture de police, laissez-moi vous dire que les sièges en plastique sont durs, froids, et sentent la sueur rance et le nettoyant industriel. J'avais 16 ans. Mes poignets étaient menottés derrière mon dos. Le métal mordait ma peau à chaque fois que la voiture heurtait un nid de poule, mais la douleur physique n'était rien comparée à la scène qui se déroulait sur la pelouse de mon lycée. Mon frère Jackson avait 14 ans. Il pleurait. Pas les larmes silencieuses et terrifiées de quelqu'un qui a fait une erreur, mais les gémissements bruyants et théâtraux d'un enfant qui savait exactement comment manipuler un public. Il était enveloppé dans le coûteux châle en cachemire de ma mère. Mon père, Richard, avait le bras autour de l'épaule de Jackson, regardant le policier avec un mélange d'indignation et de charme étudié. Je regardais à travers le verre renforcé. Je ne pouvais pas les entendre, mais je connaissais le scénario. J'avais vécu ce scénario toute ma vie. Jackson était l'enfant chéri. Il avait les yeux bleus, le sourire facile, les capacités athlétiques dont mon père se vantait au country club. J'étais Anthony, le discret, celui qui lisait des livres au lieu de lancer des ballons de football. Celui qui travaillait à temps partiel à la quincaillerie pour économiser pour une voiture parce que mes parents disaient qu'ils ne pouvaient pas se permettre de m'en acheter une. Juste avant d'acheter à Jackson une moto de cross toute neuve pour son anniversaire. Ce soir-là, Jackson et deux de ses amis, Brandon et Kevin, étaient entrés par effraction dans le bureau de l'administration de l'école. Ils ne faisaient pas juste une farce. Ils cherchaient la petite caisse gardée dans le coffre-fort du principal. Ils l'ont trouvée, l'ont fracassée et ont pris les $300 à l'intérieur. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont vandalisé la vitrine des trophées. Ils ont tagué les murs à la bombe de peinture. J'étais là parce que Jackson m'avait appelé. Il a paniqué quand l'alarme silencieuse s'est déclenchée. Il m'a appelé en hurlant, me suppliant de venir le chercher avant que les flics n'arrivent. Étant le grand frère responsable que mes parents exigeaient toujours que je sois, j'ai couru. J'ai couru jusqu'à l'école, haletant, terrifié pour lui. Je suis arrivé exactement au même moment que la police. Jackson a vu les gyrophares. Il m'a vu et, en une fraction de seconde, il m'a fourré le pied de biche dans les mains et a couru vers les policiers, les mains en l'air, criant que je l'avais forcé à le faire. Maintenant assis dans la voiture de police, je regardais ma mère, Eleanor, pointer un doigt tremblant vers moi. Elle ne me pointait pas du doigt pour dire « c'est mon fils ». S'il vous plaît, soyez doux. Elle me pointait du doigt comme si j'étais un monstre. Le policier a ouvert la portière et m'a fait sortir. Mes parents attendaient près de leur berline. Ils ne me regardaient pas. Ils regardaient à travers moi. Nous sommes vraiment désolés, officier, dit mon père, sa voix dégoulinant d'une fausse humilité. Nous avons des problèmes avec Anthony depuis des années. Il est perturbé. Une mauvaise influence. Nous avons essayé de tenir Jackson à l'écart de lui, mais il a entraîné son petit frère là-dedans. Je suis resté là, abasourdi. Papa, Jackson m'a appelé. Il a l'argent dans sa poche en ce moment. Arrête de mentir, a claqué ma mère. Son visage s'est tordu d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était de la haine. Elle s'est tournée vers le policier. Officier, Jackson est un bon garçon. Il est au tableau d'honneur. Il est le capitaine de l'équipe junior. Anthony. Anthony a toujours été jaloux. Il a forcé son frère à faire le guet. S'il vous plaît, ne laissez pas l'avenir de Jackson être ruiné à cause de la maladie de son frère. Maladie. C'est ainsi qu'elle a appelé mon existence. Le policier nous a regardés tour à tour. D'un côté, un adolescent de 14 ans en pleurs dans un châle en cachemire, flanqué de deux parents bien habillés et respectables. De l'autre, moi, portant un sweat à capuche, en sueur après avoir couru, avec un pied de biche en ma possession quand ils m'ont trouvé. Nous avons trouvé l'argent sur le plus jeune, madame, dit le policier. Mon cœur a bondi. La vérité. Enfin. Anthony le lui a donné pour qu'il le garde, a rapidement interjeté mon père. Il l'a menacé.
Regardez-le, officier. Il est plus grand, plus âgé. Jackson était terrifié. La trahison m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Il savait. Il savait absolument que Jackson mentait. Jackson avait l'habitude de voler dans leur portefeuille, mais il blâmait toujours la femme de ménage ou prétendait l'avoir égarée. Mais ça, c'était un crime grave, et il me le mettait activement sur le dos pour sauver la réputation de Jackson. Parce que Jackson était l'investissement. J'étais juste le coup indirect. Ils ont réussi à calmer la police parce que j'étais mineur et que je n'avais pas de casier judiciaire. Et parce que mon père a laissé entendre qu'il connaissait le capitaine du commissariat par son club de golf, ils ont conclu un accord sur le champ, sur le trottoir. Jackson serait remis à leur garde avec un avertissement. Je serais emmené au poste pour être fiché, et mes parents devraient s'occuper des tribunaux pour mineurs. Le trajet jusqu'au poste a été silencieux. J'ai été fiché, mes empreintes ont été prises, et j'ai été mis dans une cellule de garde à vue. Je suis resté assis sur un banc en métal pendant 4 heures. Quand mes parents sont enfin venus me chercher, il était 3 heures du matin. Ils ne m'ont pas ramené à la maison. Mon père a conduit en silence. Ma mère regardait par la fenêtre. Jackson n'était pas dans la voiture. Il l'avait probablement déposé à la maison pour qu'il dorme dans son lit chaud. « Où allons-nous » ai-je demandé, ma voix rauque. « Silence » a sifflé mon père. Nous nous sommes arrêtés devant la maison, mais nous ne sommes pas entrés. Mon père est sorti, a ouvert le coffre et a jeté un sac poubelle noir sur l'allée. « Prends tes affaires » a-t-il dit. « Tu as 10 minutes. » Quoi? Je suis sorti de la voiture, les jambes tremblantes. « Papa, je ne l'ai pas fait. » Vous savez que je ne l'ai pas fait. Ma mère m'a enfin regardé. Ses yeux étaient froids. Des choses mortes. Peu importe ce que tu as fait ou pas fait, Anthony. Ce qui compte, c'est que la police a un rapport avec ton nom dessus. Si ça va au procès, Jackson est entraîné dedans. Son nom est sali. Il a des recruteurs qui viennent le voir jouer le mois prochain. Alors vous me sacrifiez, ai-je demandé, les larmes coulant enfin. Pour le football. Nous protégeons cette famille, a-t-elle crié. Tu as toujours été difficile. Tu es Mossad. Tu es ingrat. Et maintenant, tu es un criminel. Je ne suis pas un criminel. Tu le es ce soir, a dit mon père en regardant sa montre. Fais tes bagages. Nous t'emmenons chez ta tante Julie en Pennsylvanie. Tu vas vivre là-bas. Tante Julie. Je n'avais pas vu la sœur de papa depuis 5 ans. Il l'appelait toujours, elle et l'oncle Ben, des écutéreux et se moquait de leur style de vie. C'est à 3 heures d'ici. Et l'école? Et mon travail? Tu as perdu ton travail quand tu t'es fait arrêter, a dit mon père sans ménagement. Et nous avons déjà envoyé un email à l'école pour leur dire que tu es transféré pour des problèmes de comportement. C'est fini pour toi ici, Anthony. Je suis entré dans la maison. J'avais l'impression d'entrer chez un étranger. Je suis allé dans ma chambre, j'ai attrapé le sac poubelle et j'ai commencé à y jeter mes vêtements. J'ai pris mes manuels scolaires, mes quelques bons d'épargne que j'avais de ma grand-mère, et une photo de moi et de mon chien, Buster, qui était mort l'année dernière. Quand je suis redescendu, ma mère tenait mon téléphone portable. J'en ai besoin, ai-je dit. Les téléphones sont pour les gens qui font partie de cette famille, a-t-elle dit en le laissant tomber dans son sac à main. Julie et Ben n'ont pas une bonne réception de toute façon. Tu n'en auras pas besoin. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'était pas juste une punition. C'était un exil. Ils me rayaient de leur vie. J'étais la tache sur le tableau parfait de la famille Stevens, et ils me blanchissaient. Je suis remonté dans la voiture. Je n'ai pas regardé la maison en arrière. Je n'ai pas regardé la fenêtre de Jackson où je savais qu'il était probablement en train de regarder. Jetant un œil à travers les stores, soulagé que son bouclier ait fonctionné. Le trajet jusqu'en Pennsylvanie a été le plus long de ma vie. J'étais assis sur la banquette arrière, regardant les lumières de la ville s'estomper dans l'obscurité de l'autoroute, puis dans le noir profond et d'encre de la campagne. Je me sentais petit. Je me sentais jetable. Mais alors que le soleil commençait à se lever sur les collines de Pennsylvanie, quelque chose d'autre a commencé à bouillonner en moi. Ce n'était plus de la tristesse. C'était de la rage. Une rage froide et dure. Il pensait qu'il m'enterrait. Il pensait qu'il me jetait comme un déchet.
Il ne réalisait pas qu'il plantait une graine. Le crissement du gravier sous les pneus de la Mercedes de mon père était le seul son au monde. Nous nous sommes arrêtés devant une ferme qui ne ressemblait en rien à la maison coloniale bien entretenue dans laquelle nous vivions. C'était une modeste maison en planches blanches avec un porche qui avait besoin d'une couche de peinture. Une immense grange se tenait sur le côté, et l'odeur de la terre humide et du bétail m'a frappé dès que j'ai ouvert la portière. Oncle Ben et tante Julie attendaient sur le porche. Ils avaient l'air fatigués, usés par des années de dur labeur, mais leurs yeux étaient différents de ceux de mes parents. Ils étaient inquiets, oui, mais ils n'étaient pas froids. Mon père n'a même pas coupé le moteur. Il est sorti, a ouvert le coffre et a jeté mon sac poubelle noir sur la terre. Merci de l'avoir pris, a dit mon père à oncle Ben, sans lui serrer la main. Il a de la chance qu'on ne l'ait pas envoyé en centre de détention pour mineurs. Peut-être qu'un peu de travail dur le redressera. Oncle Ben a regardé du sac poubelle à moi, puis à son frère. Il a craché par terre, manquant les chaussures en cuir italien polies de mon père d'1 pouce. On ne l'a pas pris pour te rendre service, Richard. On l'a pris parce qu'on ne te laissera pas jeter un garçon au loup. Ma mère n'est même pas sortie de la voiture. Elle a gardé la vitre relevée, regardant droit devant elle, refusant de reconnaître la belle-sœur qu'elle jugeait inférieure. Voici les papiers de transfert pour le district scolaire, a dit mon père en fourrant une enveloppe Kraft dans les mains de tante Julie. N'attendez pas de chèque. C'est votre problème maintenant. S'il vole quelque chose, appelez le shérif. Il ne volera rien, a dit tante Julie, sa voix tremblant de colère contenue. Au revoir, Richard. Mon père est remonté dans la voiture. Il ne m'a pas dit au revoir. Il ne m'a pas regardé. Il a juste mis la voiture en marche arrière, fait patiner les pneus et est parti à toute vitesse sur l'allée, laissant un nuage de poussière qui a recouvert mes vêtements et avait un goût de cendre. Je suis resté là, serrant mon sac, attendant le sermon, attendant que l'oncle Ben me dise les règles, me dise que j'étais un fardeau, me dise que je ferais mieux de mériter ma place. Au lieu de cela, tante Julie est descendue des marches et m'a pris dans ses bras. Ce n'était pas une étreinte polie et raide. C'était une étreinte à briser les os, désespérée. Elle sentait la farine et la pluie. Je suis tellement désolé, Anthony, a-t-elle murmuré. Je suis tellement désolé. Je n'ai pas pleuré. Je ne pouvais pas. J'étais figé. La vie à la ferme était dure. Mais elle était honnête. C'était la première leçon que j'ai apprise. Il n'y avait pas de faux-semblants, pas de relations publiques, pas de prétentions. Si tu ne nourrissais pas les poules, tu n'avais pas d'œufs. Si tu ne réparais pas la clôture, les vaches s'échappaient. C'était une simple relation de cause à effet, quelque chose que la maison de mes parents n'avait jamais été. Ma chambre était petite, dans le grenier, mais elle avait une fenêtre qui donnait sur les champs de maïs. Pendant les 2 premières semaines, je n'ai pas beaucoup parlé. J'allais au nouveau lycée, je faisais profil bas, et je rentrais à la maison pour travailler. Je m'attendais à ce que mes parents appellent. Je m'attendais à ce qu'ils vérifient si j'étais en vie. 1 semaine a passé. 2 semaines. Rien. Un soir, environ 1 mois plus tard, j'aidais oncle Ben à réparer le tracteur dans la grange. Mes mains étaient couvertes de graisse, mes jointures éraflées en sang. Passe-moi la clé de 5/8, a dit Ben dessous le moteur. Je la lui ai tendue. Tu as de bonnes mains, gamin, a-t-il grogné. Meilleur que ton père. Il ne pourrait pas changer un pneu même si sa vie en dépendait. Il paie des gens pour ça, ai-je dit doucement. Ben a glissé dessous le tracteur et s'est assis, s'essuyant les mains sur un chiffon. Il m'a regardé longuement. Tu sais, Julie et moi, on n'a jamais pu avoir d'enfant. On en voulait. Dieu en a décidé autrement. Il a fait une pause. Je sais que tu n'as pas fait ce qu'ils ont dit que tu as fait. J'ai levé les yeux, surpris. Comment le sais-tu? Ils t'ont dit que j'étais le meneur. Je reconnais un voleur quand j'en vois un, a dit Ben. Et je reconnais un menteur. Ton frère, Jackson, ce garçon a des yeux qui se dérobent comme un renard dans un poulailler. Toi. Tu regardes les gens dans les yeux. Tu es en colère, Anthony. Tu as tout à fait le droit de l'être, mais tu n'es pas malhonnête. C'était la première fois qu'un homme adulte me validait. J'ai eu l'impression qu'un poids s'enlevait de ma poitrine. Quelques mois plus tard, les papiers légaux sont arrivés. Je suis rentré de l'école pour trouver tante Julie assise à la table de la cuisine, en pleurs.
Oncle Ben faisait les 100 pas, le visage rouge de fureur. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je demandé en laissant tomber mon sac à dos. « Ils ont envoyé les papiers de garde » a craché Ben. « Ils ne te laissent pas seulement vivre ici. Ils mettent fin à leur tutelle. Ils te cèdent entièrement à nous pour ne pas être responsable des futurs dommages criminels que tu pourrais causer. » Je me suis approché et j'ai regardé le document. Il était épais, plein de jargon juridique. Transfert permanent de la tutelle. Décharge de responsabilité. C'était une transaction commerciale. Il ne me renvoyait pas seulement. Il divorçait de moi. Il voulait s'assurer que si Jackson avait de nouveau des ennuis ou si je faisais une bêtise, leurs biens, leurs précieuses maisons, leurs investissements, leurs fonds de retraite, seraient intouchables par toute poursuite judiciaire m'impliquant. Ils m'ont jeté, ai-je dit, ma voix creuse. Non, a dit tante Julie avec force en me prenant la main. Non, Anthony. Ils t'ont perdu. Il y a une différence. Et nous t'avons trouvé. J'ai signé les papiers. Je l'ai fait sans hésitation. Cette nuit-là, allongé dans ma chambre du grenier, j'ai pris une décision. J'ai regardé la signature sur le papier. Anthony Stevens. Ce nom me semblait être une malédiction. Il leur appartenait. Il appartenait aux gens qui accordaient plus de valeur à une veste d'équipe universitaire qu'à leur propre chair et leur propre sang. Je me suis souvenu de ma grand-mère, la mère de mon père. Elle était décédée quand j'avais 10 ans. Elle était une Vance avant d'épouser mon grand-père. C'était une femme forte, une femme partie de rien qui s'était bâtie une vie. Elle était la seule qui avait jamais tenu tête à mon père. J'ai juré sur le champ que dès que j'aurais 18 ans, je tuerais Anthony Stevens. Je deviendrais Anthony Vance. Les 2 années suivantes ont été un tourbillon de travail et d'études. Je me levais à 4h30 pour les corvées. J'allais à l'école, je restais tard pour l'équipe de débat, je rentrais, je faisais d'autres corvées et j'étudiais jusqu'à minuit. Je suis devenu obsédé par le droit. J'ai lu tous les livres de la bibliothèque locale sur la justice pénale. Je voulais comprendre le système qui avait permis à mes parents de me faire ça. Je voulais comprendre comment manier le pouvoir pour que personne ne puisse plus jamais me rendre impuissant. Je n'avais pas de téléphone, donc je ne voyais pas les réseaux sociaux de Jackson. Mais les nouvelles voyages. J'ai entendu par un cousin que Jackson s'était fait virer de l'équipe de football pour avoir bu. Puis j'ai entendu qu'il avait accidenté la voiture que mes parents lui avaient achetée. Mes parents ont tout étouffé, bien sûr. L'éducation par le carnet de chèques. Quand j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, j'étais major de ma promotion. Mes parents ont été invités. Tante Julie a envoyé l'invitation avec une note manuscrite. Ils ne sont pas venus. À la place, j'ai regardé dans la foule et j'ai vu oncle Ben portant son seul bon costume qui sentait la naphtaline et tante Julie pleurant dans un mouchoir. Ils applaudissaient plus fort que n'importe qui d'autre. Il a plu cet après-midi-là. Après la cérémonie, je suis resté sur le parking avec mon diplôme. Ben et Julie sont allés chercher le camion. J'ai laissé la pluie tremper ma toge. Je l'ai laissé laver le dernier espoir que j'avais secrètement nourri. L'espoir stupide et enfantin que peut-être, juste peut-être, ma mère apparaîtrait au dernier rang. Elle n'est pas venue. J'ai regardé les collines de Pennsylvanie. J'ai regardé mes mains, calleuses du travail à la ferme. Au revoir, Anthony Stevens, ai-je murmuré à la pluie. J'allais à l'université avec une bourse d'études complète. J'allais devenir avocat, et j'allais m'assurer qu'un jour, quand le monde me verrait, il ne verrait pas le garçon qui a été mis à la porte avec un sac poubelle. Il verrait une force de la nature. 13 ans, c'est le temps qu'il faut pour construire une forteresse autour de son cœur. J'ai traité ma vie comme une campagne militaire. L'université était le camp d'entraînement. La faculté de droit était le champ de bataille. J'ai fréquenté Penn State, puis l'université de Pennsylvanie pour le droit. J'ai eu 2 emplois tout le temps, barman la nuit et assistant juridique dans une clinique d'aide juridique le jour. Je ne faisais pas la fête. Je ne sortais pas beaucoup. J'avais un objectif unique, le succès. J'ai légalement changé de nom le jour de mes 18 ans. Quand le juge a frappé de son marteau et m'a déclaré Anthony Vance, je me suis senti plus léger. J'ai envoyé une copie de l'ordonnance du tribunal à la maison de mes parents. Elle a été retournée à l'expéditeur, non ouverte. Après la faculté de droit, je ne me suis pas tourné vers le droit des sociétés où l'argent était facile. Je me suis lancé dans la défense pénale,
en me concentrant spécifiquement sur les affaires de mineurs et la criminalité en col blanc. Un mélange étrange, disaient les gens, mais cela avait un sens parfait pour moi. Je voulais sauver les enfants qui étaient piégés, et je voulais savoir exactement comment les riches et les corrompus cachaient leur saleté. J'étais bon. Effroyablement bon. J'avais un instinct pour trouver le fil lâche dans le dossier d'un procureur et tirer jusqu'à ce que tout s'effondre. Je suis devenu associé junior chez Harrison & Partners à Philadelphie à 27 ans. À 29 ans, j'étais le plus jeune associé principal de l'histoire du cabinet. Mon bureau était au 40e étage. Il avait des bails vitrés donnant sur la ville. Je portais des costumes à $3000. Je conduisais une Audi R8. J'avais un appartement à Retenue Square qui coûtait plus cher par mois que l'hypothèque de mes parents. Mais je n'ai jamais oublié la ferme. J'envoyais un chèque à oncle Ben et tante Julie tous les mois. Assez pour réparer le toit, assez pour acheter un nouveau tracteur, assez pour embaucher de l'aide afin que Ben puisse reposer son dos endolori. Ils ont essayé de le retourner au début, mais je leur ai dit que ce n'était pas un cadeau. C'était un paiement rétroactif pour m'avoir sauvé la vie. Je gardais un œil sur la famille Stevens, pas directement, mais par l'intermédiaire d'un détective privé que j'avais engagé. Appelez ça de la paranoïa ou appelez ça connaître son ennemi. Les rapports étaient satisfaisants d'une manière sombre. Jackson avait sombré. Sans moi pour servir de bouc émissaire, la dynamique familiale avait changé. Jackson est devenu le centre de leur univers, et il les a vidés de leur substance. Il a été renvoyé de l'université 2 fois. Il a mis une fille enceinte, l'a épousée et a divorcé 6 mois plus tard. Une bataille de garde désordonnée où mes parents ont dépensé $50 000 en avocat pour essayer d'obtenir des droits de visite pour un petit enfant qu'ils ont finalement ignoré. Jackson n'a jamais gardé un emploi plus d'1 an. Mon père, Richard, a dû tirer les ficelles pour le faire entrer dans une entreprise de construction de taille moyenne en tant que responsable des achats. C'était un poste pour lequel il était lamentablement sous-qualifié, mais le népotisme est une drogue puissante. Puis est arrivé le gros coup. Le rapport du détective a atterri sur mon bureau un mardi matin. Sujet, Jackson Stevens. Incident, détournement de fonds. Jackson n'avait pas seulement volé de la petite caisse cette fois-ci. En 2 ans, il avait détourné près de $250 000 de l'entreprise de construction vers un compte fictif pour financer sa dépendance aux jeux en ligne et une entreprise de style de vie qui n'existait pas. L'entreprise de construction ne le licenciait pas seulement. Il portait plainte. Des accusations fédérales. Fraude électronique, détournement de fonds. Et voici le clou du spectacle, mes parents étaient ruinés. Les notes du détective étaient détaillées. Richard et Eleanor avaient tout hypothéqué pour sauver les apparences. Ils avaient réhypothéqué la maison pour payer les précédents problèmes juridiques de Jackson et son divorce. Ils avaient vidé leur compte de retraite pour investir dans les idées d'entreprise ratées de Jackson. Ils vivaient à crédit et de la sécurité sociale. Ils ne pouvaient pas se permettre un avocat de la défense de haut vol. Et Jackson risquait 10 à 15 ans de prison fédérale. Je suis resté assis dans mon fauteuil en cuir, regardant les photos de Jackson. Il avait l'air bouffi, le visage rouge, terrifié. Il ressemblait à son père. J'ai fait pivoter mon fauteuil pour regarder la ville. J'ai pris une gorgée de mon expresso. Karma, ai-je murmuré. Tu as pris ton temps, mais tu es enfin arrivé. Je ne me sentais pas heureux. Je ne me sentais pas triste. Je ressentais une précision froide et clinique. C'était une affaire. Et pour la première fois en 13 ans, la famille Stevens était sans défense. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone sur mon bureau. Sarah. Oui, Monsieur Vance, a répondu ma parajuriste. Libérez mon emploi du temps pour vendredi après-midi. J'ai le sentiment que nous allons recevoir un appel pour une consultation. Une grosse. La plus grosse de ma vie. Je savais qu'il viendrait chez Harrison & Partners. Nous étions les meilleurs de l'État pour les crimes financiers. Je savais qu'il demanderait le meilleur avocat disponible. Je n'avais qu'à attendre que le téléphone sonne. L'appel est arrivé 2 jours plus tard. Sarah est entrée dans mon bureau, une tablette à la main. Elle avait l'air confuse. Anthony, j'ai un cas bizarre pour toi. Bizarre comment? Je n'ai pas levé les yeux du contrat que je corrigeais. Nous avons un couple en ligne, M et Madame Stevens. Ils sont paniqués. Ils insistent pour parler à Monsieur Vance.
Ils ont dit qu'ils ont été référés par un ami du club qui a dit que vous étiez le requin dont ils ont besoin. J'ai arrêté d'écrire. Le stylo est resté suspendu au-dessus du papier. Stevens. L'entendre prononcer à voix haute dans mon sanctuaire, mon domaine, m'a semblé être une violation. Leur as-tu dit mon prénom, ai-je demandé, gardant ma voix stable. Non, j'ai juste dit que Monsieur Vance est le chef du département. Ils n'ont pas demandé. Ils ont juste continué à parler de leurs actifs, de comment l'argent n'est pas un problème, bien que leur vérification de crédit ait immédiatement signalé un problème, au passage, et de comment leur fils est piégé par une entreprise corrompue. Piégé, ai-je répété. Bien sûr. Veux-tu que je les passe à un associé? Leurs finances sont précaires. Nous exigeons généralement une provision de 50 000 $ d'avance pour les affaires fédérales. J'ai posé le stylo. Ma main tremblait légèrement. Je l'ai serré en un point jusqu'à ce que le tremblement cesse. C'était ça. C'était le moment dont j'avais fantasmé 1000 fois dans l'obscurité de ma chambre du grenier à la ferme. Non, ai-je dit. Prends leur rendez-vous. Vendredi à 14 h. Sarah a haussé un sourcil. Tu veux prendre une affaire à faible provision? Ce n'est pas ton genre. C'est pro bono, ai-je menti. Ou du moins, c'est une affaire d'intérêt personnel. Sarah, qui connaissait des bribes de mon histoire mais pas les noms, m'a regardé de près. Elle était perspicace. Elle a vu la tension dans ma mâchoire, la façon dont une veine pulsait sur ma tempe. Anthony, dit-elle doucement. Stevens. C'est eux. Je l'ai regardé. Sarah était plus qu'une parajuriste. Elle était mon bras droit et, franchement, la chose la plus proche d'une amie que j'avais en ville. Oui. Oh mon Dieu, a-t-elle soufflé. Est-ce qu'ils savent? Non, j'ai changé de nom avant même de commencer la fac de droit. Pour eux, Anthony Vance est un étranger. Un sauveur. Tu ne devrais pas faire ça, a-t-elle dit immédiatement. Conflit d'intérêts, détresse émotionnelle. Anthony, laisse-moi les renvoyer. J'ai besoin de les voir, Sarah, ai-je dit, ma voix se durcissant. J'ai besoin qu'ils me voient. J'ai besoin de savoir que le fantôme qui me hante n'est qu'une personne. Juste un triste vieil homme et une vieille femme. Elle a hésité, puis a hoché la tête. D'accord, mais je serai dans la pièce. Vendredi, 14 h. Les 24 heures suivantes ont été atroces. Je ne pouvais pas me concentrer. Je suis allé à la salle de sport et j'ai boxé jusqu'à ce que mes jointures soient à vif. J'ai conduit ma voiture trop vite sur l'autoroute à 3 h du matin. Je n'arrêtais pas de penser au garçon avec le sac poubelle. Je n'arrêtais pas de penser à la mère qui a choisi une saison de football plutôt que la dignité de son fils. Je me demandais s'il pensait parfois à moi. Avait-il une photo de moi dans la maison, ou était-ce tout Jackson? Vendredi est arrivé. Je me suis habillé avec une précision chirurgicale. Un costume sur mesure gris anthracite, une cravate en soie, une montre qui coûtait plus cher que leur voiture. Je voulais avoir l'air du pouvoir. Je voulais avoir l'air de la figure d'autorité qu'ils avaient toujours prétendu être. À 13h55, l'interphone a sonné. M et Madame Stevens sont là, a dit la réceptionniste. Ils sont agités. Envoyez-les dans la salle de conférence B, ai-je dit. Celle avec les murs en verre. Bien reçu. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. J'ai regardé l'horizon de Philadelphie. J'ai pris une profonde inspiration. C'est l'heure du spectacle. J'ai descendu le couloir. Je pouvais les voir à travers les murs en verre de la salle de conférence avant qu'ils ne me voient. Ils étaient assis à la longue table en acajou. Ils avaient l'air petits. Mon père, Richard, avait perdu la plupart de ses cheveux. Il portait un costume qui semblait cher de loin, mais qui était effiloché au poignet. Il avait l'air fatigué, sa peau grise et pâteuse. Ma mère, Eleanor, avait vieilli plus durement. Elle portait trop de maquillage, essayant de couvrir de profondes rides d'inquiétude. Elle serrait son sac à main comme une bouée de sauvetage. Elle regardait autour du bureau avec un mélange d'admiration et de jalousie, admirant l'art coûteux, la vue, le luxe. Ils étaient terrifiés. Je pouvais sentir la peur sur eux-mêmes à travers le verre. Je me suis arrêté à la porte. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes comme un oiseau piégé. « Tu es Anthony Vance, me suis-je dit. Tu es le requin. » J'ai ouvert la porte et je suis entré.
Ils se sont tous les deux levés immédiatement, arborant leur meilleur masque de gens respectables. Monsieur Vance, a dit mon père en tendant la main. Merci beaucoup de nous recevoir. Je suis Richard Stevens. Voici ma femme, Eleanor. Je n'ai pas pris sa main. Je suis passé devant eux jusqu'à la tête de la table et j'ai posé le dossier. Asseyez-vous, ai-je dit. Ma voix était plus grave qu'à 16 ans. Froide, professionnelle. Ils ont hésité, puis se sont assis. Ils ne m'ont pas reconnu. Pourquoi l'auraient-ils fait? Ils ne m'avaient pas vu depuis que j'étais un adolescent maigrichon dans un sweat à capuche. Maintenant, j'étais un homme aux larges épaules avec une barbe et un nom différent. Et d'ailleurs, dans leur esprit, Anthony Stevens travaillait probablement dans une station-service quelque part ou était en prison. Il n'était certainement pas cet homme. Nous sommes dans une situation terrible, Monsieur Vance, a commencé ma mère, sa voix tremblante. Notre fils Jackson est un bon garçon. Il a été ciblé par ses employeurs. Ils sont jaloux de son succès et ils ont fabriqué ces terribles mensonges sur de l'argent manquant. Détournement de fonds, ai-je dit en regardant le dossier, cachant mon visage. 250 000 $. Fraude électronique. Ce n'est pas un malentendu, Madame Stevens. C'est un vol systématique. C'est un coup monté, a insisté mon père en frappant la table de sa main. Jackson ne ferait jamais ça. Il est responsable des achats. Il gère des millions. Pourquoi volerait-il des miettes? Peut-être parce qu'il a une dette de jeu de 80 000 $, ai-je demandé en tournant une page. Et des prêts impayés à 3 différents usuriers à Atlantic City. Ils se sont tus. Ils m'ont fixé. Comment? Comment savez-vous ça, a chuchoté mon père. Ce n'est pas dans le rapport de police. Je fais mes devoirs, ai-je dit. Je ne prends pas les perdants, Monsieur Stevens. Et votre fils a l'air d'un perdant. Comment osez-vous, a haleté ma mère. Nous sommes venus ici pour de l'aide. Pas pour être insultés. Nous avons de l'argent. Nous pouvons payer tout ce que vous voulez. Vraiment, ai-je demandé. Parce que ma vérification de crédit montre que votre maison est sous l'eau et que vos cartes de crédit sont au maximum. Mon père est devenu rouge. Écoutez-moi bien, nous sommes la famille Stevens. Nous avons une réputation dans cette communauté. Pour qui vous prenez-vous en nous parlant comme ça? J'ai fermé le dossier. Le son a résonné dans la pièce. Je crois que je parle à 2 personnes qui ont passé leur vie à mentir pour protéger un criminel, ai-je dit. Je me suis levé. Je les ai regardés droit dans les yeux. Vous ne savez vraiment pas qui je suis, n'est-ce pas? L'air dans la pièce est devenu lourd, suffocant. La climatisation bourdonnait, mais des perles de sueur perlaient sur le front de mon père. Il me regardait, confus, cherchant quelque chose de familier dans mon visage, mais ne parvenant pas à le trouver à travers le prisme de leur propre arrogance. Pardon, a dit ma mère en serrant ses perles. Nous nous sommes rencontrés au club? J'ai laissé échapper un rire bref et sec. Ce n'était pas un son joyeux. Le club? Non, Eleanor. Nous ne nous sommes pas rencontrés au club. J'ai fait lentement le tour de la table. Laissez-moi vous raconter une histoire. L'histoire d'un garçon de 16 ans. C'était un élève modèle. Il travaillait dans une quincaillerie. Il économisait chaque centime. Ma mère s'est immobilisée. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Une nuit, ai-je continué, ma voix baissant d'une octave, son jeune frère a cambriolé l'école, a fracassé un coffre-fort. Le grand frère a couru pour l'aider parce qu'on lui avait appris que la famille protège la famille. Et qu'ont fait ses parents? Je me suis arrêté juste derrière le fauteuil de mon père. Je pouvais voir son cuir chevelu à travers ses cheveux clairsemés. Ils ont blâmé le grand frère. Ils ont dit à la police qu'il était la brebis galeuse. Ils l'ont mis dans une voiture à 3 heures du matin et l'ont abandonné dans une ferme comme un sac de linge sale. Ils lui ont pris son téléphone. Ils lui ont pris sa maison. Ils ont renoncé à leurs droits sur lui comme s'il était un produit défectueux. Mon père a lentement fait pivoter son fauteuil. Son visage était un masque d'horreur. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau. Anthony, a-t-il chuchoté, ce qui est sorti comme un couinement. Ma mère a laissé échapper un son qui était à moitié un hoquet, à moitié un gémissement. Elle s'est couvert la bouche des 2 mains. Elle m'a fixé, m'a vraiment regardé, dépouillant le costume cher et la barbe,
voyant enfin les yeux du garçon qu'elle avait trahi. Bonjour, maman. Bonjour, papa, ai-je dit. Ou devrais-je dire, M et Madame Stevens? Oh mon Dieu, a sangloté ma mère. Anthony, est-ce vraiment toi? Toi. Tu es avocat. Je suis l'associé principal, les jeux corrigés. Je suis l'homme que vous êtes venu supplier. Je suis le monsieur Vance que vous espériez pour sauver votre enfant chéri. Vance, a marmonné mon père. Le nom de ta grand-mère. Le seul nom de cette famille qui vaille la peine d'être porté, ai-je claqué. Mon père s'est levé, les jambes tremblantes. Il a essayé de sourire, mais cela ressemblait à une grimace. Mon fils, mon Dieu, regarde-toi. Nous n'avions aucune idée. Nous pensions. Vous pensiez que je pourrissais dans un fossé quelque part, ai-je terminé pour lui. Ou que je travaillais au salaire minimum. Non, non. Il a essayé de tendre la main pour toucher mon épaule. J'ai fait un pas en arrière, regardant sa main comme si elle était couverte de saleté. Nous avons toujours su que tu avais du potentiel. C'est vrai. C'est pour ça que nous t'avons envoyé chez Julie. Pour t'endurcir. Regarde-toi maintenant. Le succès, la richesse. Il a fait un geste vers le bureau. Nous avons fait ça pour toi. C'était de l'amour vache. Je l'ai fixé, incrédule. L'audace, le narcissisme absolu et pur. Il réécrivait l'histoire en temps réel pour se faire le héros de mon succès. L'amour vache, ai-je répété doucement. Vous m'avez abandonné. Vous n'avez pas appelé pendant 13 ans. Vous n'êtes pas venu à ma remise de diplôme. Vous ne vous souciez pas de savoir si j'étais vivant ou mort jusqu'à ce que vous ayez besoin de quelque chose. Nous te donnions de l'espace, a pleuré ma mère en se levant et en tendant la main vers moi. Anthony, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Le sang est plus épais que l'eau. Le sang, ai-je dit, n'est que de la biologie. La loyauté, c'est la famille. Et vous n'en avez aucune. Mais Jackson, a-t-elle plaidé, les larmes coulant sur son visage. De vraies larmes cette fois. Des larmes de peur. Jackson est ton frère. Il a des ennuis, Anthony. De graves ennuis. Tu dois l'aider. Tu es le meilleur. Nous avons entendu dire que tu es le meilleur. Tu peux faire disparaître tout ça. Faire disparaître ça, ai-je répété. Tout comme vous avez fait disparaître le cambriolage de l'école. Tout comme vous avez fait disparaître ses conduites en état d'ivresse. Vous avez passé votre vie à lui déblayer le chemin. Et c'est pour ça qu'il est un criminel. Vous n'avez pas élevé un fils. Vous avez élevé un parasite. Ne parle pas de ton frère comme ça, a crié mon père, sa vieille colère revenant. Il a fait une erreur. Il a besoin de nous. Il a besoin de conséquences, ai-je rugi en retour. Ma voix a résonné sur les murs de verre. Sarah a tressailli dans le coin, mais je m'en fichais. Il a volé $250 000. Il a détruit les moyens de subsistance de gens. Et vous voulez que j'utilise mes compétences, mon travail acharné, la carrière que j'ai bâtie à partir de rien pour le sauver encore? Tu dois le faire, a dit ma mère, sa voix baissant jusqu'à un murmure sinistre. Parce que si tu ne le fais pas, nous le dirons à tout le monde. Nous dirons à tes partenaires, à tes clients que tu as abandonné ta famille, que tu as laissé ton propre frère aller en prison alors que tu aurais pu le sauver. Quelle image cela donnera-t-il de vous, monsieur Vance? C'était ça. Le chantage. La vraie nature de la famille Stevens. J'ai souri. C'était un sourire froid et dangereux. Je suis retourné à la table, j'ai pris le dossier et je l'ai jeté dans la poubelle. Allez-y, ai-je dit. Dites-leur. Ils ont cligné des yeux. Quoi? Dites-leur, ai-je dit en me penchant près. Parce que voici ce que je vais faire. Je refuse cette affaire. Conflit d'intérêts. Mais plus important encore, je vais remettre toutes les preuves que j'ai sur les crimes passés de Jackson, ceux que vous avez étouffés, à l'accusation. Je vais m'assurer que le juge sache exactement qui est Jackson. Et je vais m'assurer que tout le monde sache qui vous êtes. Tu ne ferais pas ça, a haleté mon père. Nous sommes tes parents. Je n'ai pas de parents, ai-je dit. J'ai une tante, Julie, et un oncle, Ben. Vous deux, vous n'êtes que les gens qui m'ont abandonné. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. Sécurité à la salle de conférence B. G2.
Anthony, non, a hurlé ma mère. Si, je le ferai, ai-je dit. J'ai les preuves. C'était le moment que j'avais préparé, le rebondissement qu'il n'avait jamais vu venir. Je n'avais pas seulement le rapport d'enquête sur Jackson. J'avais tout gardé de mon enfance. J'avais le rapport de police de mes 16 ans, qui comprenait des déclarations de témoins contredisant l'histoire de mes parents. Des déclarations que les premiers policiers avaient ignorées mais qui étaient toujours dans le dossier. J'avais les papiers de transfert de tutelle où ils invoquaient des problèmes de comportement irréconciliables comme raison de m'abandonner, ainsi que des clauses financières protégeant leurs biens. Mais le coup de grâce était quelque chose que le détective privé avait trouvé pendant la semaine de la campagne de diffamation. Il s'est avéré que Jackson ne jouait pas seulement l'argent. Il transférait une partie des fonds détournés sur un compte au nom de R&E Consulting. Richard et Eleanor. Mes parents ne protégeaient pas seulement Jackson. Ils vivaient de son argent volé. Ils savaient qu'il volait. Ils étaient complices. Ils ont utilisé cet argent pour payer leur hypothèque, pour louer leur voiture, pour maintenir la mascarade de leur vie. Je ne suis pas allé voir la presse. Je suis allé voir le procureur de district. Je me suis assis avec le procureur en charge de l'affaire de Jackson. J'ai exposé le dossier. Vous enquêtez sur Jackson Stevens pour détournement de fonds, ai-je dit. Mais si vous regardez ces transferts, vous verrez qu'il a des complices. La procureure a regardé les documents. Ses yeux se sont écarquillés. Ses parents? Ils savaient, ai-je dit. Et ils ont dépensé les bénéfices. Le lendemain matin, la police n'est pas seulement allée chercher Jackson. Ils sont allés chez les Stevens. Je n'étais pas là, mais j'en ai entendu parler. Il était 6 heures du matin. Une descente. Ils ont saisi les ordinateurs, les registres financiers et la Mercedes louée. Le titre du lendemain n'était pas « Un avocat sans cœur abandonne sa famille ». C'était le réseau criminel familial, parents et fils inculpés dans une affaire de détournement de fonds d'250 000 $. L'opinion publique a basculé instantanément. Les commentaires sur les réseaux sociaux sont passés de « Quel fils terrible » à « Il s'est échappé d'une secte toxique ». Jackson a plaidé coupable presque immédiatement pour obtenir une peine réduite. Il a eu 8 ans. Il a dénoncé nos parents pour gagner du temps, témoignant qu'ils l'avaient poussé à voler pour maintenir leur style de vie. Mes parents ont été accusés de complot et de recel de biens volés. En raison de leur âge et de leur absence de casier judiciaire, ils ont évité la prison, mais ils ont tout perdu. La maison a été saisie pour payer la restitution. Leurs comptes ont été gelés. Leur réputation au country club, la seule chose qui leur importait vraiment, a été réduite en cendres. Je suis resté assis dans mon bureau un mois plus tard, lisant le rapport final. Ils vivaient dans un petit appartement de location dans un mauvais quartier de la ville, survivant avec la sécurité sociale de base. Sarah est entrée avec une tasse de café. « C'est fini » a-t-elle dit doucement. « C'est fini » ai-je convenu. « Est-ce que tu te sens mal » a-t-elle demandé. J'y ai pensé. J'ai pensé aux garçons sur le porche en Pennsylvanie. J'ai pensé à tante Julie qui m'étreignait. J'ai pensé au sac poubelle. Non, ai-je dit. Je me sens vengé. J'ai sorti mon carnet de chèques. J'ai écrit un chèque d'un montant substantiel. Envoie ça à tante Julie, ai-je dit. Dis-lui d'acheter le terrain voisin qu'elle a toujours voulu. Dis-lui. Dis-lui que la récolte est arrivée en avance cette année. J'ai fait pivoter mon fauteuil pour regarder la ville une dernière fois. La tempête était passée. Le soleil revenait. Et pour la première fois de ma vie, j'étais vraiment, complètement, Anthony Vance. Le son du marteau d'un juge est généralement sec. Un point de ponctuation qui termine une phrase. Mais lorsque le juge Miller l'a abattu sur l'affaire de Jackson, cela a sonné comme un mur qui s'effondre. Le mur qui avait séparé ma famille de la réalité pendant 13 ans s'était finalement effondré. J'étais assis au fond de la salle d'audience fédérale. Je n'étais pas là en tant qu'avocat. J'étais là en tant que membre du public. Je regardais la nuque de mes parents. Ils étaient assis au 2e rang, affalés. Ils ne se tenaient pas la main. Ils ressemblaient à 2 étrangers attendant un bus sous la pluie. Jackson se tenait devant le banc des juges. Il ne portait pas sa veste d'équipe universitaire ou les costumes italiens que mon père lui achetait. Il était dans une combinaison orange de taille trop grande. Ses cheveux, habituellement parfaitement coiffés, étaient gras et plats. Il avait l'air petit.
Il ressemblait exactement à ce qu'il était, un homme de 27 ans à qui on n'avait jamais dit non jusqu'à ce que le FBI défonce sa porte. Monsieur Stevens, dit le juge Miller en regardant par-dessus ses lunettes. Vous avez plaidé coupable de fraude électronique et de détournement de fonds. Vous avez volé les personnes même qui vous ont donné une chance. Et dans votre témoignage, vous avez admis qu'une partie de ces fonds a servi à maintenir le style de vie de vos parents. Jackson a hoché la tête. Il n'a pas regardé nos parents. En fait, sa stratégie de défense avait été le coup de grâce pour eux. Pour obtenir une peine plus légère, l'avocat commis d'office de Jackson avait dépeint Richard et Eleanor comme les cerveaux, affirmant que Jackson avait été poussé à commettre des crimes financiers pour payer leurs dettes. L'enfant chéri avait cannibalisé ses créateurs pour sauver sa propre peau. C'était poétique d'une manière sombre et tordue. Je vous condamne à 8 ans de prison fédérale, a déclaré le juge, suivi de 3 ans de liberté surveillée. Vous êtes également condamné à payer l'intégralité de la restitution. Il n'y a pas eu de halètement, pas de cris dramatiques, juste un silence lourd et suffocant. Ma mère n'a pas pleuré. Elle a juste fixé le sol. Elle savait qu'il n'y avait pas d'argent pour la restitution. La maison était déjà partie. Je me suis levé et je suis sorti avant que les huissiers n'emmènent Jackson. Je n'avais pas besoin de le revoir menotter. J'avais assez vu cette image dans mes cauchemars, sauf que dans mes rêves, c'était moi. Je suis sorti dans l'air vif d'automne de Philadelphie. La ville semblait plus lumineuse. Le bruit de la circulation ressemblait à de la musique. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro que j'avais mémorisé mais que j'appelais rarement pendant la journée de travail. Au lieu de cela, j'ai conduit pendant 3 heures vers l'ouest, dans les collines de Pennsylvanie. Sarah était assise sur le siège passager, regardant les feuilles changer de couleur. Elle s'est penchée et m'a serré la main. « Ça va ?» a-t-elle demandé. « Je vais mieux que bien » ai-je dit. « Je suis libre. » Quand nous sommes arrivés à la ferme, la transformation était évidente. Le chèque que j'avais envoyé, l'argent de la récolte, avait été bien utilisé. La grange avait un nouveau toit en métal qui brillait au soleil couchant. Les clôtures étaient réparées. Il y avait un nouveau tracteur garé près de la remise. Mais la maison était exactement la même. La même peinture blanche écaillée, la même balançoire sur le porche, la même odeur de fumée de bois. Oncle Ben et tante Julie attendaient. Cette fois, il n'y avait pas de gêne. Tante Julie s'est précipitée en bas des marches et m'a presque plaqué au sol. Elle m'a serré dans ses bras comme si j'étais encore ce garçon de 16 ans avec le sac poubelle, essayant de me protéger du monde. « Regarde-toi » dit-elle en reculant et en me prenant le visage entre ses mains. « Tu as l'air fatigué, Anthony. »« Les avocats sont toujours fatigués, tante Julie » ai-je souri. Voici Sarah. Sarah, qui était habituée aux salles de conseil des gratte-ciel et aux requins des entreprises, a semblé instantanément à l'aise. Elle a serré la main de Ben et a étreint Julie. « C'est si agréable de rencontrer enfin les personnes qui ont fait d'Anthony ce qu'il est » a dit Sarah. Cette phrase a flotté dans l'air. Les personnes qui ont fait d'Anthony ce qu'il est. Elle ne parlait pas de mes parents biologiques. Elle parlait des personnes qui m'ont appris l'intégrité. Le dîner ce soir-là était un rôti de bœuf et de la purée de pommes de terre. Nous étions assis à la table en chêne marquée de cicatrices dans la cuisine. C'était un contraste saisissant avec les dîners stériles et silencieux de mon enfance, où ma mère critiquait mes manières à table et mon père vérifiait ses actions sur son BlackBerry. Ici, il y avait des rires. Il y avait du bruit. Ben racontait des histoires sur les voisins. Julie interrogeait Sarah sur la vie en ville. À mi-repas, Ben a posé sa fourchette et m'a regardé. On a entendu parler du procès, dit-il doucement. Le silence s'est fait à table. C'est fini, ai-je dit. Jackson a eu 8 ans. Et Richard et Eleanor, a demandé Julie. Ils ont perdu la maison. Ils sont en faillite. Ils vont probablement déménager dans un appartement subventionné dans le New Jersey. Ils ont évité la prison parce qu'ils ont fourni des preuves sur les autres associés de Jackson, mais ils sont ruinés. Ben a hoché lentement la tête. Il a pris une gorgée de son thé glacé. Tu sais, quand ils t'ont déposé ici, ton père m'a dit que j'héritais d'un fardeau. Il a dit que tu étais pourri. J'ai baissé les yeux sur mon assiette. Même maintenant, les mots piquaient. Je t'ai observé pendant 13 ans, a continué Ben. Je t'ai vu te lever avant le soleil. Je t'ai vu étudier jusqu'à ce que tes yeux soient rouges.
Je t'ai vu nous envoyer de l'argent alors que tu en avais à peine assez pour le loyer en ville. Il a tendu la main sur la table et a posé sa main rugueuse et calleuse sur la mienne. Tu n'es pas le pourri, Anthony. Tu es la meilleure récolte que cette famille ait jamais eue. Et je remercie Dieu tous les jours qu'ils aient été assez stupides pour te jeter dans notre champ. J'ai senti une boule se former dans ma gorge, chaude et serrée. J'ai regardé Sarah et elle essuyait une larme de son œil. J'ai regardé Julie, qui rayonnait de fierté. À ce moment-là, le dernier maillon s'est brisé. J'ai réalisé que j'avais attendu des excuses de personnes incapables de les donner. J'avais attendu la validation de Richard et Eleanor. Mais je n'en avais pas besoin. Je l'avais ici. Je l'avais dans la main calleuse d'un fermier et dans le sourire larmoyant de sa femme. Je n'étais pas un orphelin. Je n'étais pas un exilé. J'étais un fils. Juste pas le leur. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt par habitude. Je suis sorti à la grange. L'air était froid et vif. J'ai regardé le soleil se lever sur les champs de maïs. J'ai pensé à la trajectoire de ma vie, de l'arrière d'une voiture de police au bureau d'angle d'un cabinet d'avocat. C'était une longue route. J'ai sorti mon téléphone. J'avais une dernière chose à régler. J'ai ouvert mon application bancaire. J'avais mis en place un petit virement automatique la veille. Ce n'était pas pour mes parents. C'était un fonds d'études pour ma nièce, la fille de Jackson, issue de son bref et désastreux mariage. Mes parents l'avaient ignoré parce que sa mère n'avait pas assez de statut. Jackson l'avait ignoré parce qu'il était égoïste. Je ne l'ignorerai pas. Je ne laisserai pas le cycle continuer. J'ai mis en place une fiducie à laquelle elle pourrait accéder à ses 18 ans, à condition qu'elle maintienne une certaine moyenne. J'ai nommé la fiducie le fonds de la seconde chance. Je suis retourné à la maison. L'odeur de bacon et de café flottait de la cuisine. Sarah était sur le porche, enveloppée dans une couverture, tenant 2 tasses. Café, a-t-elle demandé. S'il te plaît. Elle m'a tendu la tasse. Tu as l'air différent ce matin. Ouais. Tu as l'air plus léger. Je me sens plus léger, ai-je admis. Je pense que je suis enfin prêt à abandonner l'affaire. Quelle affaire, a-t-elle demandé, confuse. L'affaire de Jackson est terminée. Non, ai-je dit en regardant l'horizon. L'affaire du peuple contre Anthony Stevens. Je me suis poursuivi pendant 13 ans, me demandant si j'étais vraiment la mauvaise influence, me demandant si je méritais ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je classe l'affaire. Sarah a souri et a posé sa tête sur mon épaule. Il était temps, conseiller. Nous sommes restés à la ferme pendant 3 jours. Quand nous sommes retournés à Philadelphie, je n'avais pas l'impression de retourner sur un champ de bataille. J'avais l'impression d'aller simplement au travail. La colère qui m'avait alimenté pendant plus d'une décennie, la rage à haut indice d'octane qui me poussait à travailler 18 heures par jour, avait disparu. Elle a été remplacée par une ambition calme et stable. Je ne travaillais plus pour leur prouver qu'ils avaient tort. Je travaillais parce que j'étais bon à ça et parce qu'il y avait d'autres enfants là-bas, d'autres jeunes de 16 ans en sweat à capuche assis à l'arrière des voitures de police qui avaient besoin de quelqu'un pour les croire. 1 an plus tard. Le succès, j'ai appris, est silencieux. Le drame est bruyant. Le chaos est bruyant. Mais le vrai succès est la capacité de s'asseoir dans une pièce et de ne pas sentir le besoin de crier son existence au monde. Ma vie s'était installée dans un rythme que j'aimais. J'étais maintenant associé directeur du département de la défense pénale. Sarah et moi avions emménagé ensemble. Nous parlions de prendre un chien, peut-être un golden retriever, quelque chose de joyeux et de simple. Je n'avais pas eu de nouvelles de mes parents depuis 12 mois. Je savais par ouï dire qu'ils vivaient dans un petit 2 pièces près de l'aéroport. Mon père travaillait comme agent d'accueil dans un grand magasin. Ma mère essayait apparemment de vendre des cosmétiques en ligne. C'était une chute brutale par rapport au country club, mais c'était une vie qu'ils pouvaient supporter s'ils étaient humbles. Je supposais qu'ils étaient trop fiers pour me contacter à nouveau. Je supposais que la honte du tribunal suffisait à les tenir à l'écart. J'avais tort. C'était un mardi soir de novembre. Il pleuvait, cette pluie froide et mordante de Philadelphie qui vous transperce le manteau. Je marchais vers ma voiture dans le garage souterrain du cabinet. Le béton résonnait de mes pas. En approchant de ma place, j'ai vu une silhouette debout près du pilier à côté de ma voiture.
Ma main s'est instinctivement dirigée vers le spray au poivre de mon porte-clés, une habitude prise en traitant avec des clients désespérés. Mais en me rapprochant, la silhouette est entrée dans la lumière. C'était ma mère. Elle avait l'air frêle. La femme qui terrorisait les serveurs si sa vinaigrette était du mauvais côté de l'assiette avait disparu. À sa place se tenait une vieille femme dans un imperméable mouillé qui semblait de taille trop grand. Ses cheveux, autrefois teints d'un blond féroce, étaient gris et attachés en un chignon désordonné. Elle ne portait pas de maquillage. Je me suis arrêté à 10 pieds. Anthony, dit-elle, sa voix était faible, rauque. Éléanore, ai-je répondu. Je ne pouvais pas l'appeler un maman. Ce mot ne convenait plus. Elle a tressailli à l'utilisation de son prénom. Elle serrait son sac à main des deux mains, un sac contrefait bon marché, pas le cuir de marque qu'elle exhibait autrefois. Je ne savais pas si tu travaillerais tard, dit-elle. J'attends depuis 2 heures. Que veux-tu, ai-je demandé. Je ne lui ai pas proposé de monter dans la voiture. Je ne lui ai pas offert de parapluie. Elle a baissé les yeux sur ses chaussures. Elles étaient trempées. Ton père. Il est malade. Sa tension artérielle. Le stress. Les médicaments sont chers, Anthony. L'assurance maladie ne couvre pas tout, et le loyer. Ils ont augmenté le loyer. Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux larmoyants. Nous nous noyons. Je l'ai regardé. J'ai cherché la colère, la rage qui me consumait autrefois. J'ai attendu que mon cœur s'emballe, que mes poings se serrent. Mais il n'y avait rien. Pas de colère, pas de haine, juste de la pitié. Une pitié profonde et lointaine, comme celle que l'on ressent en voyant la voiture d'un étranger en panne sur le bord de l'autoroute. Et Jackson, ai-je demandé. Lui as-tu demandé de l'aide? Elle a laissé échapper un rire amer. Il appelle en PCV de prison chaque semaine pour demander de l'argent pour la cantine. Il nous blâme. Il dit que nous n'avons pas engagé un assez bon avocat. Il a eu les meilleurs avocats que l'argent puisse acheter toute sa vie, ai-je dit. Regarde où ça l'a mené. Anthony, s'il te plaît. Elle s'est avancée, tendant la main, mais s'arrêtant avant de me toucher. Je sais que nous t'avons fait du mal. Je sais que nous avons fait des erreurs, mais nous sommes vieux. Nous sommes tes parents. Juste quelques milliers pour passer l'hiver. S'il te plaît, tu as tellement. J'ai tellement parce que j'ai travaillé pour ça, ai-je dit calmement. J'ai tellement parce que quand vous m'avez jeté avec un sac poubelle, je ne me suis pas recroquevillé pour mourir. J'ai construit quelque chose. Je sais, a-t-elle sangloté. Je sais. Et je suis désolé. Je le suis. Je suis monté dans la voiture et j'ai fermé la portière. Le son était solide. Final. J'ai démarré le moteur. À travers la vitre striée de pluie, je la voyais debout, tenant la carte de visite, l'air petite et vaincu sous la dure lumière fluorescente du garage. J'ai reculé et je suis parti. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. En sortant du garage et en m'engageant dans les rues pluvieuses de Philadelphie, une chanson est passée à la radio. C'était entraînant, quelque chose de plein de vie. J'ai monté le volume. J'ai pensé à la question que les gens posent souvent aux victimes de traumatismes familiaux. Peut-on jamais vraiment guérir? La réponse est oui. Mais la guérison ne consiste pas à réparer les personnes qui vous ont brisé. Il ne s'agit pas d'obtenir les excuses que vous méritez. Il s'agit de construire une vie si pleine, si forte, si belle que vous n'entendez plus les fantômes. Mes parents voulaient un enfant chéri. Ils l'ont eu. Ils ont créé une statue d'or. Et comme toutes les idoles, elle était creuse, et elle les a écrasées quand elle est tombée. J'étais la pierre qu'ils ont rejetée. Le rocher brut et non poli qu'ils ont jeté dans le champ. Mais la pierre endure. La pierre construit des fondations. Et sur cette pierre, j'ai bâti un château. Je suis arrivé à la maison. Les lumières de mon appartement étaient chaudes et accueillantes. Je pouvais voir la silhouette de Sarah à la fenêtre. J'ai garé la voiture, j'ai pris une profonde inspiration d'air froid et humide, et j'ai souri. J'étais à la maison. Et pour la première fois de ma vie, je savais exactement où était ma place.